Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour le RPG Week 2024 épisode 19, c'est sur la mort. Alors le numéro 18 n'est pas encore sorti, c'est tout à fait normal puisque je me réserve le droit de faire le numéro 18 un peu en retard, étant donné que je prépare une semaine de vidéos, voire même une semaine et demie, voire deux, dans la rubrique autour du genre Isekai. On va parler de la notion de partir dans un autre monde, réincarnation, tout comme ça. On va parler de ça sous forme de fiction, sous forme de jeu de rôle, de nombreuses applications, ou même de mon expérience de jeu là-dessus. Donc on met ça de côté, on se focalise sur la mort. La mort qui est un sujet où à chaque fois que je l'ai exploré en vidéo dans le passé, ça a eu de mauvaises vues. Voilà, donc je compte sur vous pour suivre ça, mais on va plutôt se focaliser sur le sujet principal, donc la mort. Comment abordez-vous la mort en JDR? Est-elle présente dans votre JDR préféré? Comment est-ce que la mort est vue et ressentie par vos joueurs? Est-ce que la mort est respectée et vidée de justesse, ou bien vos joueurs se rient de la mort? Est-ce que la mort est au contraire un rite de passage vers autre chose? C'est un très long sujet puisque je ne vais pas dire que la mort c'est un sujet qui est principal, un sujet que j'aborde, mais c'est quelque chose qui arrive dans le JDR et forcément mon rapport avec entre ce que j'ai créé, ce que j'ai proposé et ce qui s'est passé, il y a énormément de choses à dire. Donc comment j'aborde la mort dans le JDR? Moi je dirais que je me suis surtout focalisé sur un élément de point qu'avait souligné, je crois que c'était dans le podcast de la cellule, par rapport à Monostatos, je crois, soit Omar Bouillant, soit le créateur de Monostatos, il disait que dans les actions, que ce soit dans la réussite ou dans l'échec, il ne faut pas chercher à humilier le personnage. C'est-à-dire que quand on échoue de beaucoup, il ne faut pas tourner le personnage en dérision. Ah ben la mort, je le traite exactement avec le même principe. La mort, c'est quelque chose qui a une certaine révérence. Il y a déjà eu des morts, on va dire, des morts dans des circonstances différentes, après certaines luttes, à des moments où en fait la campagne n'était pas loin de finir, donc le spectre est assez large, et moi-même la mort, je l'ai eu au travers de mon personnage, je crois que c'était lors de la Cité perdue, le truc dont je me souviens le plus fraîchement, où justement comme c'était un OSR, le personnage était mort assez vite. Je trouvais ça dommage au début, par rapport à la mort du personnage que je n'ai pas pu le mettre bien en forme, la mort du personnage que j'avais fait, mais j'étais plus curieux par l'expérience OSR, donc ça m'est vite sorti de la tête, c'est juste que j'en parle puisque je suis déjà là. Ensuite, la question de comment la mort est vue et ressentie par les joueurs. Alors, la mort n'a jamais été quelque chose d'anodine à la table de mes joueurs. Il y a, on va dire, différents types de ce qu'on pourrait dire de résultats, de finalités qui peuvent être soit positives et négatives. C'est quelque chose que je soutiendrai euh, d'autant plus récemment qu'avant, c'est-à-dire que la mort peut être considérée comme, on va dire, la pire chose qui puisse arriver au personnage, mais ce n'est pas forcément le cas. Le fait que le personnage, par exemple, par des mécaniques, ne soit plus jouable peut être quelque chose d'aussi marquant, que ce soit dans le sens positif ou négatif. C'est-à-dire dans le positif, par exemple, que le personnage s'est transcendé, ou en négatif, c'est-à-dire par exemple le personnage n'a plus de santé mentale et il devient complètement fou, ou que en fait, on va dire, euh, quelque chose au fond de lui a tellement changé que le joueur ne pourra pas y toucher. Ça sera en relation avec le dernier point. Donc, comme il y a déjà eu des spectres assez larges là-dessus, je tiendrai et je maintiendrai, surtout maintenant par rapport à avant, que c'est plus difficile à vivre une défaite dans un scénario que la mort dans un scénario. Puisque les morts, heureusement, dans l'essentiel des événements dans les tablés que j'ai eus, les morts étaient signifiantes. Tant autant chez les PJ que les PNJ. Pas parce que c'était, on va dire, une espèce de concours de circonstances qui, justement, laissait entendre que si la mort, elle arrivait là, ça serait quelque chose d'horrible. J'ai tendance à ne pas scripter
la mort ou la survie des PJ comme des PNJ. C'est juste que à chaque fois, la mort avait quelque chose de, comment dire ça, avait l'air de révéler peu à peu quelque chose aux joueurs. La première mort qu'il y a eu dans, comment dire ça, ou à la table de JDR n'était pas chez les PJ mais chez les PNJ importants, dans le but justement d'aller sauver un autre PNJ, où il y avait un personnage non joueur qui était allié à la personne qui était capturée. C'était une mission qui n'était pas autorisée par la faction dans laquelle il était. Ils y étaient allés quand même. Il y a des joueurs qui sont allés dans une autre direction parce qu'ils ont été encerclés et d'autres sont allés faire la mission. Mais entre-temps, ceux qui sont restés pour tenter d'observer le coin et éviter qu'il y ait des débordements, un est mort en un coup parce que l'adversaire était très balèze par le PNJ, et le second, il était mourant et il est mort sur la table d'opération après qu'il ait été ramené avec succès et le plus vite possible après un affrontement qui était, on va dire, non seulement très musclé, mais aussi très impressionnant. On dirait esprit shonen, mais c'est même au-delà de ça. Voilà. Et du coup, c'était la première fois aussi que les joueurs ont eu affaire à la mort de PNJ. De PNJ, même s'ils ne connaissaient pas, c'était quelque chose de marquant. Un allié mourait, et pourtant il y a eu de nombreuses parties avant. Et il y avait toujours, en fait, un moyen de s'en sortir, ou un personnage qui était mourant, et il le ramenait à temps. Et c'était le moment où, en fait, ils avaient échoué. Et puis, c'était la première fois que je faisais des rites funéraires. Il n'y en a pas eu qu'un seul, il y en a eu deux. Donc, c'était quelque chose qui était assez fort. Ensuite, il y a des morts qui sont arrivés à certains moments chez les PNJ puis chez les PJ, qui chacun ont fini par raconter quelque chose. Encore une fois, je préfère ne pas scripter, ne pas laisser les choses dans le marbre. Surtout, je sais qu'il y a par exemple des meneurs de jeu qui sont très attachés à leur PNJ ou très attachés à un méchant qu'ils ont construit parce qu'il faut qu'ils reviennent, parce qu'il est machin. Non, moi j'avais une tendance, ça c'est un truc que j'explique toujours par rapport à l'univers que j'avais fait. Il y avait cet esprit un peu animé ou manga des années 70-80 ou même 90, un peu comme par exemple Space Adventure Cobra ou bien City Hunter, où on peut avoir une assemblée de méchants qui sont là de manière épisodique, qui peuvent se révéler, avoir un truc de spécial, et puis ils meurent dans l'épisode, on n'en entend plus jamais parler. Tout comme il peut y avoir des méchants qui arrivent à s'en sortir. Donc moi, au niveau des PNJ, c'était, je dirais que s'il a réussi à s'en sortir, il s'en sort, s'il n'arrive pas à s'en sortir, il ne s'en sort pas. Voilà. Et du côté des PJ, là on va parler un petit peu de l'évolution et ça sera dans la prochaine question. Là c'était déjà une autre paire de manches. Donc du coup justement, alors là j'ai parlé de ce qui était survenu, mais comment la mort est vue et sentie par les joueurs, je dirais qu'elle est perçue avec une certaine forme de révérence. Il y a eu un avant la fameuse mort après la survie du personnage et un après. Quand l'après est survenu, il y a eu des moments où certains joueurs devaient mourir. Et je vais le dire en toute transparence, avec une certaine faiblesse de ma part, parce que le joueur chialait trop, littéralement, enfin pas littéralement, mais c'était insupportable, j'ai laissé passer. Et c'est là où justement ceux qui ne connaissent pas trop le JDR doivent être attentifs. Il y a un joueur qui est intervenu et qui a essayé de remettre le temple au milieu du village, on va dire ça pour être un peu plus neutre, dans le sens où en fait ce joueur dont on entend très très peu parler, c'est l'univers. Quand tu crées une structure qui peut être open world mais avec une approche où tu as des scénarios, des arcs narratifs, surtout un monde où en fait tu peux prendre une mission et puis décider de partir, et que tu as un théâtre cœur, moi ce que j'appelle un théâtre cœur, c'est un endroit où les gens ont tendance à revenir, ça veut dire que tu fais de l'univers une espèce de chose organique dans la mécanique du jeu de rôle. Eh ben, c'est l'univers qui a été de remettre le temple au milieu du village, et en fait, quand je lançais les dés, puisque normalement il y a toujours une affaire de focus, quand il n'y a pas de contentieux entre les adversaires d'en face et les joueurs qui vont tenter d'intervenir, c'est au dé qui va décider qui va focus de quoi. Littéralement, preuve à l'appui, puisque
C'était une période où en fait je mettais mon écran de meneur de jeu comme ça. Et de l'autre côté, ben, les gens voyaient un peu les jets que je faisais. Moi, j'étais plutôt transparent là-dessus. On voyait que ça tombait expressément sur le joueur qui a chialé pour pas crever. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il a dû faire. Et je me suis dit, il faut qu'il fasse des scénarios, il faut qu'il fasse une certaine mission. Il y a un moment, c'était la même campagne en plus. Il a, comment dire ça, son corps était en train, en fait, son âme était en train de partir. Les autres essayaient de maintenir son corps en place. Le rapport entre la vie et la mort était en train de s'équilibrer. Comme c'est mon univers, disons que vous connaissez pas les structures de l'univers, mais disons que c'est très inspiré du samsara et aussi tout ce qui est tous les plans que vous avez l'habitude de voir dans les fantaisies. Il y a des versions un peu plus complexes, mais c'est un espèce de mélange de tout ça, ce qui fait qu'un personnage peut faire une projection astrale, s'y perdre dans l'astral et mourir. Et c'était le cas de ce personnage-là. Et il s'est passé tout un truc où en fait il fallait ramener en fait le personnage qui revienne jusqu'à son propre corps avant que son cordon d'argent, donc ce qui lie son corps, son âme et son esprit, ne soit rompu. Voilà, je l'ai fait en plus tout avec une musique. Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans le passé, mais tout avec une musique de comment dire ça, de Mika, pour ceux qui connaissent ce chanteur qui s'appelle ICU. Et il est revenu, mais je crois qu'il a perdu son avatar personnel au retour, ce qui fait qu'il est pas vraiment mort, mais ensuite il est mort. Et la campagne d'après, je dirais que ça a été pire, puisque c'était le même joueur aussi qui s'était mis en difficulté, et son personnage n'était pas loin de mourir. Les joueurs ont fait une quête pour tenter de le sauver. Ils n'ont pas réussi, ils se sont dit, bon, nous on joue des... Ils n'ont pas dit, oui, je joue des fils d'eux, mais ils voulaient jouer la descendance. Et c'est là où, en fait, ils se sont rabattus sur les ancêtres pour tenter de sauver le personnage. Il est mort d'une manière assez ironique. Ça avait mené justement à une espèce de ras-le-bol aussi. Ce qui fait que la mort a toujours une certaine révérence. Et les moments où il y a eu des problèmes avec la mort, comme tout le monde a eu, on va dire, son rapport avec la mort, c'est-à-dire le fait d'avoir été mourant, le fait de devoir, comme il y a un système de téléportation d'urgence, ils peuvent se téléporter dans leur théâtre-cœur, mais dans la ville où ils sont. Cependant, ben, ça aggrave les blessures, avec tous les trucs qu'il y a eu aussi par rapport au véhicule, ce qui fait que la mort, il y avait une énorme référence par rapport à la mort. C'est pas genre la mort, c'est quelque chose de glorieux ou quoi que ce soit, c'était pas une échelle mystique ou spirituelle, c'était vraiment, on sait que ça arrive, on sait que ça peut arriver vite, on sait qu'il y a des mécaniques qui empêchent que la mort ne survienne de manière rapide et foudroyante. C'est pas le genre de jeu où tu vas mourir rapidement. Tu peux mourir en un coup, mais les circonstances sont vraiment très très dures. Ben, du coup, il y a toujours eu une espèce de révérence. Et les campagnes qui ont suivi après ont montré cette révérence-là aussi. Donc après, je pense qu'au bout d'un moment, ben, quand tu as perdu un personnage, puis un autre, ou que tu changes au travers des campagnes, ta sensibilité vis-à-vis de certains persos peut être gênant. Sauf si, évidemment, tu joues à un jeu où tu as une construction relativement unique d'un personnage. Par exemple, j'imagine dans un TTRPG, par exemple, dans un TTRPG, tu joues à Donjon 5e, tu as une idée de comment tu fais ton paladin, soit parce que tu as mis une max, soit parce que c'est ta combinaison préférée. Ton paladin meurt, tu reprends un paladin, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire, si tu en as envie. Je vois mal un meneur de jeu, ça peut arriver, mais je vois pas un meneur de jeu de dire oui, tu vas rejouer exactement la même chose, et puis en fait, c'est son frère, machin. C'est un peu compliqué. Alors que dans mon jeu de rôle, la construction du personnage est différente et plutôt unique, et dans Mutant and Masterminds, c'est un système de création avec des points, ce qui fait qu'il y a de l'assemblage modulaire. Du coup, ce qui fait que les jeux que j'ai souvent fait jouer n'ont pas une structure comme les TTRPG genre Donjons et Dragons. Et quand tu crées un personnage et que tu as mis du cœur là-dedans, ou une thématique spécifique là-dedans, le perdre, c'est quelque chose qui est quand même assez grave et tu ne te sens pas le cœur de vouloir le refaire à l'identique. Sauf si tu es obstiné. Mais
est obstiné à vouloir construire un modèle de personnage, soit ça part d'un bord méta, et là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un peu le jeu le problème? Question que je pose, je ne vais pas en proposer la question. Soit c'est vraiment de l'obstination parce que oui, mais je voulais exactement jouer ça, et ça peut t'empêcher de découvrir de nouvelles expériences. Donc dans un ou l'autre, c'est un peu compliqué. Ensuite, est-ce que la mort est respectée, évitée de justesse, ou bien les joueurs se rient de la mort? Je pense que c'est là où justement il va y avoir une bascule. C'est que avant, quand j'ai réfléchi aux mécaniques du jeu de rôle que j'étais en train de créer, j'ai mis une barrière entre la vie et la mort, une barrière très très nette. Tu as des blessures graves, tu as des blessures légères, des blessures graves, et tu as des blessures mortelles, mais qui ont une façon de diminuer, soit temporairement, soit de certains seuils, et que plus ça va descendre, plus ça va être compliqué, mais il y a peu de chances que genre tu fasses un jet, genre j'achève un ennemi, et puis tu dois faire 10 et tu réussis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, l'acharnement d'une cible au sol et qui est inconsciente, c'est quelque chose qui, même dans la mentalité des PNJ, est difficilement concevable, et c'est pareil pour les joueurs aussi. Donc avec ça, ça fait que la mort était assez, on va dire, il y avait peu de chances, moins de chances d'arriver dans les TTRPG classiques, sauf qu'il y a un truc qui a changé entre temps, avec le temps, c'est que j'ai découvert d'autres jeux. En regardant par exemple My Little Pony Tales of Equestria, la mort n'est évoquée à aucun moment. Même la notion de défaite n'est arrivée à aucun moment. Et même quand tu suis le début, moi je me suis arrêté à la 3e saison parce que c'était par curiosité, je m'y suis fait à plusieurs fois. Je peux pas aller au-delà de la moitié de la saison 3. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans My Little Pony, je parle de la fiction, les défaites ou l'échec est quelque chose de temporaire, c'est plutôt tu tombes au fond du trou, et en fait, tu dois remonter. Ce qui veut dire que le rapport entre, on va dire, le parcours effectué et la victoire, c'est un parcours qui peut en fait être sinusoïdal avec ses hauts et ses bas. C'est pour ça que j'aime bien Tales of Equestria, et c'est pour ça que la nouvelle version de Hasbro, qui en plus utilise un simili-système comme celui qu'ils ont fait pour Power Rangers. Autant j'adore les systèmes génériques, mais utiliser un modèle spécial et puis se dire bon, on va l'appliquer à peu près de la même façon, bon, c'est un peu de la paresse. Voilà, j'en dirai plus quand j'aurai eu le temps d'observer ça en profondeur. Mais en tout cas, le fait que la mort ne soit pas prononcée et aussi que la défaite peut être un phénomène qui est temporaire, ça m'a fait relativiser sur la mort. Et aussi, je vais le redire là parce que je suis sûr que je l'ai déjà dit dans une vidéo, il faut qu'on arrête de dire, en tant que meneur de jeu, que l'on triche. En fait, le mot triche veut dire trahison dans le JDR. C'est mon point de vue sur la question. La triche, c'est de la trahison en JDR. Et un meneur de jeu ne triche pas si, par exemple, il vient à empêcher la mort d'un personnage. Il vaut mieux expliquer ça. Comment expliquer ça? Le moment où tu triches, dans le sens où tu trahis les autres joueurs, c'est le moment où tu laisses une illusion de liberté alors que le truc est scripté, que tu prends un peu les joueurs en otage, en mode ce sont des intermittents du spectacle, pour l'histoire que tu as envie de raconter, mais que tu n'as pas de spectateur. Le jeu de rôle, si on doit faire une convergence de ce que peut être le jeu de rôle, c'est avant tout une histoire où les joueurs sont de principaux acteurs, et le meneur de jeu ou le maître de cérémonie, appelez-le comme vous voulez, c'est celui qui va faire vivre l'univers, le personnage, va mettre en forme le scénario. J'ai pas dit contrôler, j'ai dit mettre en forme les bases du scénario et va les poser dans une situation dans laquelle il y aura de l'interactivité. Si tu trahis ça, si tu trahis le contrat social, et si tu trahis en fait les sensibilités qui ont été posées et que du coup vous finissez tu fais par faire des erreurs, c'est de la triche ou de la trahison ou les deux. Quand
tu vois que tous les stats te laissent entendre qu'un personnage va mourir, et tu dis, il ne meurt pas, ou tu fais comme moi et tu fais un peu, tu fais juste preuve de transparence, tu dis que tu meurs là, t'as ton nouveau perso, il est mort là, il est mort vite. C'est pas intéressant qu'il meure là, on va faire en sorte qu'il ne meure pas là. Tu peux dire qu'il ne meurt pas là et puis il n'a rien perdu. Ou bien tu dis il a perdu des stats. Il y a des moyens de faire. Dire ça de manière frontale, ce n'est pas un problème, ce n'est pas casser le jeu de rôle et ce n'est pas tricher. Voilà, je pense que c'est ce qui se passe. Voilà. S'il faut faire un parallèle avec mon jeu de rôle, ben dans le jeu de rôle que je fais, oui, il y a eu un gros moment où en fait un joueur s'est fait oblitérer rapidement, mais le personnage était au début, et il était à 3 sessions de jeu, mais en même temps, on va dire que la létalité était très forte, et c'était pour un affrontement qui était très mineur. Donc je lui ai dit, tu ne vas pas mourir là, c'est juste que on va considérer que tu es stabilisé, tu as subi une blessure grave, et tu as perdu des stats définitivement. Sauf que quand tu perds des stats définitivement, il n'y a pas de sort de restauration de stats définitivement. C'est, à l'instar de Mutant and Masterminds par exemple, un système de points que tu répartis. Donc du coup, par exemple, imagine que tu as 88 en acuité, en perception, et que du coup, ben, on t'évite de mourir et on t'en enlève 10. Ah ben tu descends à 78. Mais il n'y aura pas de pouvoir pour te ramener à 88. Mais en redépensant, ben, ça remontera. Et voilà. C'est à la fois une baisse de performance, mais ça ramène aussi à une baisse de progression, une progression qui peut se rattraper. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que j'ai géré un peu le truc. Et je dirais que c'est d'autant plus vrai que la transparence au niveau de la mort, c'est quelque chose qui peut être souhaitable, que, par exemple, je le rappellerai jamais assez, les systèmes des vins, vous avez une fourchette qui est beaucoup trop grande. Le 1 et le 20, ce sont des extrêmes. Et de 2 à 19, il y a une très très grande fourchette. Faut pas oublier que ces scores du jet de dés, plus caractéristiques associées, plus possiblement compétences, plus ou moins modificateurs vis-à-vis d'un score cible. C'est beaucoup trop grand. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère le système Age, qui est du 3d6 et qui dépend énormément des caractéristiques et des compétences, et qui est une espèce d'alchimie dans toutes les variables. Une vraie alchimie équilibrée. C'est-à-dire que le D20 ne donne pas le gros du résultat. Voilà. Parce que ça aussi, il faut l'entendre au niveau de la mort, du rapport à la mort, aux blessures, ou même du facteur réussite-échec dans un round. C'est comme par exemple Brigandine avec les passes d'armes. Les passes d'armes, c'est pas juste oui, je fais un jet pour attaquer, c'est dans l'affrontement de mêlée avec la personne en face. Si tu réussis, tu le touches. Si tu échoues, il te touche. Donc du coup, il se passe toujours quelque chose. Il y a des jeux, des systèmes de jeu, des systèmes de résolution qui sont frustrants par rapport aux sorties de dés. Parce que justement, l'outil qui est utilisé est peut-être beaucoup trop large. Là, on n'est pas sur une fourchette, on est sur un râteau, si on doit faire une métaphore. Donc, je voulais juste rappeler ça parce que si on parle de la mort, on doit parler aussi de la vie et de la survie. Donc, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus. Ensuite, est-ce que la mort est au contraire un rite de passage vers autre chose? Alors, encore une fois, si on parle des jeux de rôle que j'ai fait jouer, je crois que je ne suis... C'est avec le temps que j'ai découvert que la fantaisie normale, la fantaisie féodale plutôt, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, mais que j'en ai eu un petit peu marre. Et c'est peut-être, et ce que j'écris déjà comme JDR, c'est déjà de la fantaisie futuriste. Et du coup, même si c'est de la fantaisie futuriste, il y a vraiment une dimension spirituelle, il y a des notions d'état d'existence, trucs comme ça. Et du coup, un personnage peut devenir un PNJ, il peut se réincarner,
qu'il n'y a pas de pare-chaud de résurrection. Par contre, la résurrection n'est pas possible. Il y a des joueurs qui ont été dans des situations où ils se rapprochaient dangereusement de la mort et ils ont inventé des techniques ou des capacités où on fait une combinaison d'actions qui ont empêché la personne de crever, mais qui en plus l'ont stabilisé suffisamment bien pour ne pas avoir de contre-coup. Donc le rite de passage vers autre chose, je crois que j'en ai déjà parlé. Je parle du fait que les personnages peuvent devenir des PNJ, dans le mauvais sens, où en fait le joueur, c'est pas arrivé, ce phénomène n'est pas arrivé à ma table les joueurs se disent ouais non mais je crois que j'ai tout exploré avec le personnage, j'ai envie de quitter, ouais mais si j'ai envie de changer de personnage. Mais si je dois mettre un dénominateur commun et une conclusion à tout ça, c'est que ça me rappelle de plus en plus pourquoi le TTRPG, j'ai eu du mal à avoir une porte d'entrée avec. Parce que même si on met à côté tout ce qui est le branding, par exemple, que représente Donjons et Dragons, par exemple un Pathfinder, le fait que les choses soient très très codifiées, et codifiées au point que c'est un peu devenu, désolé d'utiliser ce terme, un peu parole d'évangile, et que ce que moi je veux raconter ne se tient pas ne se tient pas seulement à dire, comment expliquer ça? Mon but quand je fais du jeu de rôle, c'est que déjà que le jeu de rôle que je veux jouer, il faut pas seulement qu'il y ait seulement évidemment la base système de jeu, système de résolution, mais que dans le système de jeu, je veux véritablement une direction claire et précise. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous jouez à Donjons et Dragons ou Pathfinder. C'est quoi le système de jeu? Qu'est-ce que le système de jeu ultimement vous permet de faire? Une histoire d'aventure fantastique. Ensuite, par exemple, je vais prendre cet exemple-là exprès, puisque je vais en donner un autre après. C'est quoi le but de Blue Rose? Le but de Blue Rose, c'est de vous faire jouer des aventures des aventures fantastiques, un peu à l'instar de soit les séries télé fantastiques du genre Hercule avec Kevin Sorbo ou Xena avec Lucy Lawless, ou comme les sagas de romans, mais si tu prends le setting de base, dans un truc de romantique fantasy, c'est-à-dire où l'exploration, discuter, le social, l'exploration, le social, le combat, l'action et le romantique dans toutes ses définitions, c'est pour ça que c'est mon jeu de rôle préféré du commerce, soit présent si tu t'appuies sur le setting. Mais si tu ne t'appuies pas sur le setting de Blue Rose et que tu as envie de faire ça, mais dans un autre setting, ce que par exemple j'ai fait pour adapter Elder Scrolls, c'est possible. Si je voulais une expérience classique, on va dire, de jeu de rôle, d'aventure fantastique, est-ce que je prendrais la peine de retourner sur Pathfinder ou Donjons et Dragons? La réponse est non. Parce que il propose juste de jouer une aventure fantastique. Si c'est dans Golarion que je veux jouer, à ce moment-là, je passe sur Pathfinder. Si je veux passer dans le multivers de Donjons et Dragons, j'irai. Mais parce que les règles sont déjà alambiquées dans ce sens-là. Parce que c'est leur setting. Mais ultimement, je n'utiliserai pas ces systèmes-là. Quand l'expérience d'auteur, que l'auteur veut te retranscrire, est trop floue ou pas assez poussée, j'aurai un problème avec. Et voilà. C'est un peu ce que j'avais envie de dire là-dessus. Et puis, s'il faut donner un autre exemple, t'as qu'à regarder, par exemple, le Trésor d'Equestria, donc My Little Pony. My Little Pony, je trouve que déjà, niveau respect du matériau d'origine, c'est quand même assez fort. Le but, c'est de faire vivre des aventures. On est déjà dans un monde fantastique. Mais ce monde fantastique, c'est aussi un monde fantastique qui est régi autour de l'expérience de My Little Pony, c'est-à-dire les personnages qui ont une thématique vis-à-vis des éléments d'harmonie, vis-à-vis du fait qu'il y ait des différences entre les différents individus, que le monde est disparate et qu'il y a certains ennemis ou certaines adversités bien précises et qui peut prendre de nombreuses formes, mais qui sera réglé au travers du concert de tout le monde.
l'expérience est claire. Voilà. Et tout ça pour dire aussi que, dans la même veine, les systèmes génériques, ce qui fait que les systèmes génériques sont des fois choisis plutôt que justement un jeu qui te propose une expérience bien précise mais qui est floue, c'est que tu peux mettre ce que tu as envie de mettre en pensant que ça fasse suffisamment le taf. Donc il existe bien des moyens de faire. Mais pour revenir au cas présent, donc le rite de passage vers autre chose, il y a le passage, il y a l'effet que les personnages peuvent devenir des PNJ, il y a la folie qui peut venir s'emparer, il y a la réincarnation, il y a le fait que le personnage est appelé ailleurs, ou bien que il change d'état d'existence, donc il y a eu pas mal de choses. Bref, je vous dis à tous à la prochaine fois pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions d'ailleurs relatives au jeu de rôle, plus précisément cette thématique, je peux bien rajouter 2-3 éléments. Je suis sûr que j'ai effacé 2-3 éléments, c'est pas ma première prise. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.